Bienvenue Jana. Alors moi je vais t'appeler Jana, même Ouais. si tu vas nous expliquer que c'est pas ton prénom tout à fait, mais je reçois Jana pour ce premier podcast dont la thématique sera la confiance en soi, la confiance en soi des femmes. Et moi j'ai voulu t'inviter pour cette première session parce qu'il y a quelques années tu ne chantais pas et d'un coup tu enregistres des albums. Ouais. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de discuter avec toi. Et ce que je propose, c'est que tu te présentes rapidement, brièvement, Okay. tu nous dises qui tu es. Alors, je m'appelle en vrai Janaïna, Mhm. mais voilà, la plupart des personnes m'appellent Jana. Je suis une mère indigne de 2 adolescents de 17 et 19 ans. Je suis portugaise d'origine, je suis en Belgique depuis 37 ans et je n'ai pas la nationalité belge. Ah ouais. J'ai commencé à chanter, je pense, parce que j'ai fait une bonne crise de la quarantaine, mais très libératrice. Ok. Du coup, c'était, je pense, ma bonne crise de la quarantaine qui m'a amenée sur scène. Ces dernières années, tu as fait partie de différents groupes. Ouais. Donc, OK Lion qui s'est clôturé l'année passée et Ouais. The Imaginary Suitcase dans lequel je suis depuis 4 ans presque. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu as accompli avec ces groupes? Alors, avec OK Lion, on a composé tous les morceaux du premier album et on était en route pour la composition du deuxième. On s'est arrêté en chemin. Mhm. Et Mais donc, vous avez fait un album, vous avez oui, sorti un on a album. sorti un album et on a pas mal tourné. On a fait des jolies salles. Ouais. Et avec Imaginary Suitcase, on est actuellement en train de composer, d'enregistrer un EP, donc 5 morceaux. Ouais. Et voilà, on l'enregistre avec Saul. Saul qui est un artiste belge qui est présent sur la scène belge depuis plus de 20 ans. Ok. Là, on vient vendredi passé, il a rempli le Cirque Royal. Ouais. Tournée anniversaire, donc c'était magnifique. Donc moi, c'est quelqu'un que je suis depuis de nombreuses années. Ouais. Et d'avoir une personne de ce gabarit-là qui vient nous aider à progresser, qui enregistre, qui mixe et qui masterise notre album, c'est Wow. voilà. Ouais. C'est une chance c'est inouïe. ça, quoi. Incroyable. Donc, album, concert, dans différents groupes. Ce que tu m'as expliqué, c'est que tu viens d'une famille qui est musicale, mais que toi, tu ne l'étais pas. Ouais. Donc, ma grand-mère et ma maman chantent. Enfin, ma grand-mère chantait très bien. Ma mère chante très bien aussi. Et voilà, donc c'est des voix transmises, une envie de chant qui est transmise par le côté maternel. Et du côté... Chante dans des contextes... à la maison, Ok. en famille. C'est ça. C'est une famille chantante, quoi. Ok. Voilà, du côté de ma maman, ça chantait beaucoup. Ok. Et du côté de mon papa, ça compose. Donc, Ah, mon papa est percussionniste, compositeur. Il a fait de la scène depuis l'adolescence, donc très jeune. Il était chanteur et puis il est passé plutôt du côté compo. D'accord. Enfin, famille musicale du dimanche, mais pas complètement non plus, quoi. Ouais. D'accord. Et donc toi, t'as grandi dans cet environnement-là. Ouais. Mais t'as pas spécialement développé. Non, pas du tout. Je pense que c'est un environnement qui est teinté aussi d'obligations, de routine, de travail, et qui laisse peu de place parfois à la créativité, mais qui est toujours là en backup. Donc Ok. voilà, les chemins de vie font que parfois on laisse pas toujours de la place aux créatifs, mais qu'ils se cachent jamais très loin. D'accord. Donc toi, tu te sentais pas Pas légitime. l'espace de Ouais. Ah, Oui, pas puis légitime. Pas légitime, mais pas l'espace. Et puis rien ne me prédestinait au chant, si ce n'était que c'était agréable de chantonner comme ça. Voilà. En D'accord. famille, mais même en famille, c'était pas moi qui chantais. C'était plutôt ma maman. Enfin, de manière générale, je chantais de manière très discrète. D'accord. Ouais. Ok. Et donc, mais il y a quand même un élément que tu as dit ici, c'est tu te sentais pas spécialement légitime. Ah non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, j'étais la première étonnée quand je me suis entendue proposer de faire de la scène. Je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Ok. Voilà. Mais rien ne me prédestinait à faire de la scène. D'ailleurs, il n'y a rien de naturel à être sur scène. Enfin, Ouais. à être seul devant plein de gens. C'est pas naturel. Tu fais pas ça dans ton quotidien à aucun moment de ta vie, sauf si tu te prédestines C'est sûr. depuis le plus jeune âge à être artiste ou conférencier. Oui. Mais voilà, moi, c'était pas ma destinée, quoi. Donc c'était pas ta destinée, et pourtant, par quoi t'es passé pour passer justement de je ne suis pas légitime de chanter, c'est maman qui chante et c'est elle qui a la voix, à
Voilà, faire des albums, monter sur scène. Ben écoute, le grand rien à foutre. Je pense que le chemin vers le rien à foutre de l'exigence de perfection ou de la gêne, d'être légitime. Voilà, il y a un moment donné, tu t'en fous et tu y vas et tu t'amuses. Et il n'y a plus que ça qui compte. Je pense que si j'avais dû faire de la scène à mes 20 ans, j'aurais été beaucoup plus attentive à produire quelque chose de très calculé, très mesuré, très parfait. Ah oui. Alors que là, ça pouvait être à peu près bien et ça ne pouvait qu'aller mieux après. Donc voilà, mais c'était un chemin qui a duré 20-30 ans, quoi, hein, avant d'en arriver à ça et d'oser me dire, à peu près c'est bien aussi pour s'amuser, vraiment. Faut pas prendre ça au sérieux, quoi. Si justement on repart en arrière, quand est-ce que tu as commencé à chanter en fait? Je chantais chez moi et je n'avais pas d'enregistreur et donc sur Radio Contact, ou je sais plus quelle radio c'était, Fun ou dans les années 90, il y avait un répondeur où tu pouvais enregistrer un message et les messages les plus fun étaient passés dans les génériques de la radio. Ouais. Mais du coup, tu pouvais enregistrer et effacer, enregistrer, effacer, enregistrer, effacer. Et donc moi, du coup, j'utilisais beaucoup ce système. Maintenant que j'y pense, c'est débile, on fait ça avec le dictaphone. Mais bon, voilà. T'as fait avec ce que t'avais sous la main. J'ai fait avec ce que j'avais. Je ne suis même pas sûre, c'était pas un payant. Mais donc, du coup, j'enregistre une chanson que j'essaye à plusieurs reprises. Et puis, une fois, je raccroche sans avoir effacé. Et puis, d'accord. Bon. Ça passera pas. Enfin, oui, ça passera pas. Enfin, je veux dire, il y en a plein de messages sur la radio. Et j'oublie complètement ce truc. Et puis, quelques jours après, je suis chez une amie et on écoute la radio. T'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 14 ans. 14 ans, 15 ans, ouais. Mm-hmm. Et puis, on m'entend. Moi, je me reconnais. Et je dis rien. Et mon amie me dit, mais c'est toi? Oui, c'est moi. Trop chouette. Voilà, donc c'était ma première expérience à la radio directe, quoi. À la radio directe. Et puis voilà, il s'est passé quelques années où je n'ai clairement pas chanté. Et j'avais des amis qui chantaient très bien. Donc je leur ai demandé comment ils avaient appris. On avait là à ce moment-là, il s'était passé presque une dizaine d'années. Quand je demande, mais tiens, où est-ce que tu as appris à poser ta voix comme ça? J'ai toujours eu envie d'apprendre à chanter correctement, mais pas forcément de me produire. Donc c'était vraiment maîtriser un peu l'instrument, mais sans sans autre envie derrière. Et il m'a dit, mais il n'y a pas meilleure école que le chant choral. Et il m'a fallu encore presque 10 ans pour passer le cap de contacter une chorale. C'est vrai. Pour oser passer une audition. Donc c'était c'était dingue. Parce que ça t'avait freiné. Il fallait passer une audition et c'est ça qui t'a freiné. Alors il faut on te positionne en fonction de ta tessiture. Et donc pour ça il faut chanter devant le chef de chœur. Oui, ça c'était compliqué. Oui, mais c'était l'enfer. Et donc là, t'avais quel âge 35, un truc comme ça? 31. 31, ok. Ouais. C'était en 2009. Et donc j'arrive, je postule pour faire partie de la chorale et me demande de chanter au clair de la lune pour voir si je maîtrise, si c'est correct. Et donc je chante, il dit rien. Et puis il me dit, est-ce que tu peux chanter plus haut? Et donc je chante plus fort. Voilà, on en était là. Il m'a dit non, plus haut, c'est plus aigu. Voilà, donc j'ai pas menti sur la marchandise, je n'ai pas d'expérience. Et donc j'ai dû apprendre les codes de la musique en autodidacte, quoi. Donc je me suis bouffée. Donc il m'a intégré, il t'a intégré, ok. Il m'a intégré et donc comme on était placé par taille et que je suis très petite, j'étais au premier rang, au milieu, face à lui. Et donc à la fin de la première séance, forcément, il m'entendait. On était une très grande chorale à la Chantanne, à Waterloo. Combien vous étiez? 80. Waouh, ouais. Et donc, j'étais juste devant lui, donc forcément, il m'entendait. Et en fait, ce qui est confortable à la chorale, c'est que tu n'es pas obligé de chanter tout le temps. Tu dois d'abord écouter.
Ah oui. Et donc tu peux passer beaucoup de temps juste à écouter. C'est ça qui fait que les gens chantent souvent faux, c'est qu'ils n'écoutent pas assez. Ah, Et donc, à un moment donné, voilà, tu fais les échauffements de voix, les échauffements, tu les chopes vite. Et donc, j'ai commencé avec les échauffements et du bout des lèvres. Et puis, j'ai osé poser ma voix. Et ça, c'était vraiment un très gros cap. D'oser poser ma voix. En plus, être devant le chef de chœur. Ouais. Et à la fin de la séance... Et peut-être, juste par curiosité, c'était quoi Qu'est-ce qui te gênait au final dans cet exercice-là? En fait, on est toujours très ennuyé d'entendre sa voix sur un enregistrement. Ouais. On la reconnaît pas, il y a un sentiment d'étrangeté. Et puis, il y a ce sentiment de légitimité. Est-ce que je peux chanter aussi bien que quelqu'un d'autre? Est-ce que ce sera pas faux? Est-ce que je vais pas faire descendre le niveau? Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que une fausse note, dans une église, ça s'entend pas, mais dans une pièce avec une moins bonne acoustique, ça s'entend d'office. Donc c'est voilà, il y a ce côté, je veux pas nuire à la collectivité et je veux pas moi me sentir mal, avoir une mauvaise estime de moi du fait que je posais mal ma voix. J'avais pas de gentillesse vis-à-vis de ma voix en me disant tu connais rien, c'est normal que tu saches pas. Donc il y avait pas ce côté que j'ai maintenant en me disant tu sais pas, c'est pas grave, tu vas apprendre quoi. Lance-toi. Et t'étais pas du tout, t'étais pas spécialement douce envers toi-même par rapport à ça. J'étais très gênée, vraiment, mais je voulais le faire. Donc il a fallu quelques années. Et à un moment donné, l'envie est devenue plus importante que la gêne. Et il y avait aussi un peu un élément de, est-ce que je suis à ma place? Oui, clairement, parce que je me sentais pas légitime face à toutes ces personnes qui chantaient bien, des personnes qui chantaient vraiment très 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 bien. Oui, c'est ça en fait. Donc tu te comparais. Et c'est gênant quand tu t'as pas la note. Au début, tu fais une fausse note parce que tu dois te lancer quand le chef de chœur est là. 1, 2, 3, à 4 vous y allez. Et la mesure est poum, il te lance et toi tu vas à fond et tu lances ta note et elle est fausse. Au début, c'est gênant. Et puis voilà, ça peut pas être mauvais tout le temps. Et ça peut pas être bon tout le temps. Ça peut pas être bon tout le temps. Okay. Mais donc à la fin de cette première séance, cette première répétition, le chef de chœur vient me trouver et dit en tout cas c'est chouette, tu chantes juste. Et je dis ah bon ça c'est une bonne nouvelle. Et donc je suis rentrée toute contente vraiment en disant ok. J'avais le pressentiment que j'allais pas chanter tout à fait faux. De là à ce que le chef de chœur me dise que je chantais juste, ça c'était quand même vraiment un bel encouragement quoi. Gratifiant un peu. Tu disais ok ça va. Ça va aller. Ça va aller. C'est ça. Vraiment. Et puis au fait ça a été. J'ai vraiment dû apprendre heureusement j'étais dans le pupitre des sopranes, donc en chorale on est classé en 4 pupitres, soprane, alto, ténor et basse. Et donc les sopranes sont souvent le chant que tu entends le plus, c'est le chant le plus aigu dans les mélodies. D'accord. Et quand on fait un chant connu, par exemple un chant contemporain, les sopranes ont souvent la voix de la mélodie. Donc c'est aussi, il m'a placé aussi là parce que ça allait être plus facile pour moi. Ne sachant pas, il m'a donné des partitions, je suis ok. 10 ans après, j'en étais encore à me dire, ok, la petite boule elle est plus haut, donc c'est plus aigu, la boule est plus basse. Je peux pas te dire, le do il était à cet endroit-là. J'ai appris à lire forcément, mais tu me donnes une partition, si tu me donnes pas la première note, je peux pas te... Ah oui, d'accord. Si j'ai la première note, je pense que je peux deviner, mais j'en suis au stade encore aujourd'hui de deviner. Après, je chope très vite, Après, j'ai fait 11 ans de chorale. Il vaut mieux écouter. Sur papier, c'est pas instinctif. C'était pas instinctif du tout, mais clairement, il faut toujours écouter. Et donc, je pense que, dans les karaokés, par exemple, on chante souvent faux parce que tu as le stress et puis tu n'as pas de retour de ta voix et tu veux chanter plus haut que la musique. Les trois combinés, c'est l'horreur. Et donc, tu transposes ça à d'autres éléments de vie, tu peux pas donner quelque chose de bon dans ces conditions-là. Donc si tu prends le temps d'observer, d'écouter, tu peux produire quelque chose un peu mieux. C'était un bon enseignement de vie, de toute façon, tout court. Ok. Et donc, tu es inscrite à cette chorale, tu participes, qu'est-ce qui se passe ensuite? Combien de temps tu restes? Alors je suis restée 11 ans. J'étais choriste. Donc quand même, jusqu'à 41, 42. Oui, c'est ça. Donc après le confinement, c'était un peu compliqué, le Covid, tout ça, ça a rendu les choses plus compliquées. En fait, c'est un investissement de temps. Ça nécessitait d'être toutes les semaines et c'était compliqué. Je divorçais un peu après l'intégration à la chorale.
Et donc d'y aller toutes les semaines avec les enfants en bas âge, c'était plus possible. Mais j'ai quand même maintenu ce rythme 1 semaine sur 2 pendant quelques années. Et puis après, avec le Covid, c'était un peu compliqué, vraiment. Donc j'ai eu du mal à rattraper. Pendant le Covid, j'ai commencé à chanter dans d'autres groupes et donc faire les 3, parfois 4 projets musicaux en même temps, c'était compliqué. Alors c'était dans d'autres groupes, d'autres chorales? Non, j'ai toujours chanté dans cette chorale-là, mais j'ai commencé au Kelayan en 2020, Imaginary Suitcase aussi en 2020. Ouais. Et comment s'est passé, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à devenir chanteuse du coup en solo? Parce que ça, tu me l'as expliqué. Enfin, tu m'as donné quelques anecdotes de justement à la chorale, on t'a mis en soliste. En soliste, ouais. Donc en fait, tant que tu es à la chorale, tu as le confort de l'anonymat. Donc tu participes à un tout et c'est le tout qui est important. Donc tu ne dois jamais te distinguer en tant qu'individu parce que si parmi 80 voix, on en entend 79 à l'unisson et une à côté, ça va pas. Et donc tu apprends l'humilité, ne pas te distinguer, fais partie d'un ensemble. Et puis un jour on apprend un gospel et la mélodie est entraînante et je continue à la pause de chanter le gospel en attendant que ça reprenne. Et puis le chef de chœur nous appelle et on est indisciplinés. Hein. Chez les choristes, c'est beaucoup de personnes retraitées et il n'y a rien plus indiscipliné qu'un retraité. Enfin, c'est infernal. Ils ont une énergie de dingue. Et je pense qu'ils attendent toute leur vie pour s'éclater à fond. Et donc, là, 80 personnes déchaînées. La moyenne d'âge était autour de 40, mais donc il y avait quand même partie qui était plus âgée. C'est insortable, hein. C'est pire que des gosses. Et donc, tu m'avais dit pire que des gamins, ouais, vraiment. Et puis une énergie de dingue, quoi. Vraiment. Et donc moi, bonne élève, hein, j'arrive. Et je continue de chantonner la chanson. On était censé diviser le chant en 2 parties au moins. Donc une première partie rien que les femmes, et puis les hommes arrivent en seconde partie, répondent aux femmes. Donc c'est un gospel, c'est ce principe-là. Oui. Et moi je continue de chanter en attendant que les indisciplinés rejoignent les rangs. Et le chef de chœur qui lui, nous supporte depuis des années. J'adore. Il faut beaucoup de patience pour être chef de chœur. Eh bien, moi, je suis distraite et donc je chante ce gospel avec une copine. On délire un peu. Et puis, il me regarde et fait, Jana, tu vas le chanter toute seule. Et puis, les femmes vont te rejoindre et puis les hommes rejoignent. Et le chef de chœur, c'est quelqu'un qui est totalitaire. Il partage pas le pouvoir. Il veut pas, voilà. Donc, il décide et c'est comme ça. D'accord. Et là, je me retrouve, mortifiée. Mais je suis, décomposée. Là, on est en répète, hein. On est en répète, complète. On est en apprentissage. Donc, on a un week-end de travail. Donc, c'est une répétition plus longue. Ça dure plusieurs heures. Donc, il y a 0 stress. Mais toi, non, moi je me décompose complètement, quoi. Donc il voit que je me sens décomposée et là il demande à une soliste de m'expliquer comment il faut faire. Donc on part à 2 sur un local à côté. Elle me dit mais vraiment éclate-toi, tu le fais bien. Donc on le répète métronomiquement de manière très scolaire. Et j'arrive et j'ai les choristes qui me regardent. Tous les regards sur toi. Et donc, la première fois que je la chante, je suis vraiment comme ça, toute renfrognée. Et le chef de chœur me dit, mais non, mais vas-y, à fond, quoi. Non, vraiment. Et puis, je m'y habitue pas. Mais par contre, le jour du concert, je pense qu'il y a un truc qui fait que il faut faire le taf parce que tout le monde joue à son poste. Et moi, je suis à ce poste-là pour une chanson. Et je dois faire... Mais donc, pendant les répètes, tu continues à être dans cette posture-là. Pendant les répètes, ça se détend un peu, un petit peu, mais je me sens quand même pas légitime. Enfin, vraiment pas. D'autant plus qu'on a des solistes attitrés. Et donc, voilà, je viens en surplus des solistes attitrés. J'ai clairement une voix qui est différente des leurs parce qu'elles ont de très belles voix qui portent très loin. Et la seule chose qui est jolie dans ma voix, c'est que j'ai une inflexion légèrement différente, un peu bluesy, un peu jazzy, qu'elles n'ont pas, qui donnent bien avec ce gospel, ou qu'elles ont peut-être, mais moins naturellement. Elles, c'était vraiment de très bonnes chanteuses, quoi, très scolaires. Et très impressionnant. En plus, elles sont très grandes. Donc, quand des fois, ça nous est arrivé de chanter à 3, elles font toutes les deux 1m80, et moi, j'ai 1m55. Ça fait M, quoi.
Et donc, mais voilà, le jour du concert, bah, j'y vais à fond. Et, Tu dis, ok, enfin, c'est ce que tu m'avais expliqué, voilà. Ah, il faut juste y aller parce que t'as un taf à faire, t'as pas le choix. Ouais. Et tu peux pas le faire à moitié. Donc, c'est fake it till you make it, à fond, quoi. Ok. Mais en plus, je te raconte ça, mon intro dure 20 secondes, hein. C'est ouais. C'est pas une chanson complète, hein. Donc après, je devais continuer de chanter sur la chanson un chouïa plus fort que les autres, mais j'avais les choristes derrière, donc ça allait, quoi. Mais c'était l'équivalent de Forêt Nationale, hein. Ouais. En plus, je pense qu'il avait neigé ce jour-là. Il y avait 2 pelés, 3 tendus au concert. Enfin, mais j'y suis allée à fond. Et comme ça quand même. Ah ouais, non, mes jambes comme ça, vraiment. D'accord, ouais. Voilà. Mais c'est l'épreuve du feu, quoi. C'est. Ouais, ça passe ou ça casse. Et puis, bah, t'as les retours. Généralement, les gens sont très bienveillants. Donc, ceux qui n'aiment pas te disent rien. Ceux qui n'aiment pas et qui ont quelque chose pour améliorer viennent te dire c'était chouette là, est-ce que tu penses que tu pourrais faire comme ci, comme ça? Donc, le pouvoir de la bienveillance, c'est un truc de fou. Et puis ceux qui aiment bien viennent te dire allez, chouette, t'as réussi, moi j'aurais pas osé, enfin c'est super, bravo, joli timbre, jolie inflexion, enfin. Et c'est marrant, ça c'est les gens d'Acora qui disaient ça aussi, genre moi j'aurais pas pu. Oui, tout à fait. Okay. Et donc voilà, j'étais portée par par énormément de bienveillance, ce qui était une épreuve du feu pour moi est devenu un détail par la suite parce que voilà, je me souviens, on a chanté une chanson dans une langue un peu bizarre. Le nom me reviendra plus tard, mais moi je la connaissais par cœur parce que j'avais adoré cette chanson et je l'avais dans l'oreille. Et dès qu'il s'agissait de chanter dans une langue différente ou dans une langue imaginaire comme ce morceau-là, d'office j'étais désignée parce que j'avais une bonne oreille qui était souple aux accents et donc c'est devenu un truc un peu plus facile, quoi. Donc, et un peu plus récurrent. Oui. Donc là tu l'avais fait une fois et on t'a redemandé. Oui, on m'a demandé régulièrement du coup. Enfin le chef de chœur m'a demandé régulièrement d'être soliste avec les autres. Donc j'ai rarement été soliste toute seule. J'étais vraiment que sur ce gospel-là. Et puis une fois, je l'ai bien planté. Vas-y. Mais pas dans un moment officiel de concert. En fait, quand t'as un gospel, tu peux vraiment l'interpréter. Tu n'es pas obligé d'être scolaire, de coller. D'ailleurs, quand tu entends des gospels, ça part souvent dans les grandes envolées, quoi. Mais ça va s'arrêter où? Ils retombent toujours sur leurs pieds. Et donc moi, j'ai essayé ça aussi. Donc je dis pas que j'avais clairement. En plus, j'ai pas la puissance vocale d'un vrai chanteur de gospel. Donc, mais je me dis. Rien n'est impossible, j'essaye. Et donc, j'essaye plein de variantes dans la voiture, tous les embouteillages y passaient. Et un jour, dans un restaurant, on mangeait tous ensemble, je pense, à la fin d'un concert. Et là, le chef de chœur me dit, tiens, on va faire ce morceau-là. Et je sais pas pourquoi, je retombe pas sur l'original. Et j'improvise un truc. Et j'ai juste vu les yeux du chef de chœur qui m'a regardé. L'air de dire, OK. Je lui ai dit, je suis désolée, je retombe pas dessus. Il m'a plus jamais demandé de chanter ce gospel. Donc, c'était aussi, OK, tu peux improviser, mais n'oublie pas que t'as attendu, tu dois bosser, quoi. Donc, c'est bien de s'amuser, mais n'oublie pas, le point de mire, c'est qu'il faut que ce soit beau, propre, juste, de l'envoler, OK, de la liberté, OK, mais dans un cadre. J'imagine qu'avant, une remarque comme ça, t'aurais peut-être un peu démoli, quoi, ou en tout cas, bien affecté. Mais là, ce jour-là, bon. Ça m'a bien affecté quand même. Hein. Ah, c'est vrai? Oui, ça m'a pas. Ça m'a fait de la peine parce que je me suis rendu compte. En fait, il y avait une partie de moi qui me disait, OK, c'est pas grave que tu la plantes. En plus, dans un resto, il aurait suffi que quelqu'un te le remette dans l'oreille, ça aurait été bon. Donc il y avait cette partie gentille de moi qui voulait prendre le dessus, et puis l'autre partie qui disait, non, mais tu l'as planté, t'es pas légitime. T'aurais pas dû avoir cette charge-là, c'était pas correct, c'était pas pour toi. Et donc, voilà, c'était très compliqué d'avoir ces deux versants-là Mais de nouveau, pas légitime. Alors, non. Alors que c'était une chanson que je maîtrisais, quoi. C'est ça. Et ça aurait été en concert, je l'aurais vraiment faite correctement. Mais pris comme ça à chaud, je sais pas. Et il y en a d'autres qui l'ont planté, d'autres qui sont déjà plantés, mais je sais pas, pour moi, ça fait...
c'était un peu dur. Ouais. Il y a eu un impact. Ah quand même, ouais, clairement. Ouais. Mais bon, voilà, ça n'a pas duré parce que y a toujours ce mantra qui me vient d'une autre amie qui dit qu'est-ce que ça représenterait dans 6 mois et qui s'en souviendra dans 6 mois. Ça, c'était intéressant, effectivement, tu me l'avais dit. Ouais, et ça, je pense que ces 2 phrases-là me portent encore aujourd'hui pour beaucoup d'actions, me dire ok, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que le monde va s'effondrer parce que j'ai chanté faux? Ouais. Vraiment pas. Ce mantra m'a beaucoup aidé. Et ensuite? Alors ensuite, eh bien, je suis toujours à la chorale et j'intègre un deuxième projet Pink Floyd, où on est certains choristes sélectionnés pour faire des chœurs sur un remake de Pink Floyd, donc un concert magnifique qui a très joliment tourné dans de jolies salles. Cool. En Flandre et en Wallonie. Et donc je fais les 2, chorale et Pink Floyd. Ouais. J'arrive déjà pas à faire les 2. Donc je me rends compte. En termes de timing. Et donc je privilégie le projet Pink Floyd parce que il y a plus de responsabilités là. Et je veux qu'il soit vraiment au point. Je veux mériter ma place aussi là. Je veux pas avoir été choisie par défaut. Ou peut-être que j'ai été choisie par défaut, mais je voulais m'amuser, je voulais faire ça bien. C'était avec tout un orchestre professionnel. C'était un gros projet. Et donc ça, c'était pas avec la chorale. Ça, c'était en 2019. Et donc, on était quelques choristes de la chorale qui avions été contactés pour ce projet-là. D'accord. Et puis des personnes externes aussi. Donc, on était, je pense, 16. Mais sur les 16, il y avait peut-être 12 ou 13 personnes qui étaient de la chorale. D'accord, mais c'est pas une initiative de la chorale. Non, c'est pas une initiative de la chorale. D'accord. Et donc voilà, j'avais déjà du mal à suivre les 2 projets. Et c'est super chouette de faire quelque chose de différent. Et je sais pas, je commence à avoir envie de travailler ma voix différemment. Et j'achète une application de karaoké et un petit micro de poche et je chante dans la voiture. La voiture, ça fait plusieurs fois que je l'entends, c'est un peu l'espace, c'est safe, quoi. Ouais, c'est hyper safe. Là, je peux m'époumoner dans la voiture, c'est hyper safe. Et je suis dans une phase de ma vie où j'ai quitté une situation qui était pas bonne pour moi. Ça a été, je pense, l'endroit où j'ai été le plus enfermée. Et à partir du moment où je suis sortie de cette situation, j'ai l'impression que toutes les peurs sont parties. J'ai sauté à l'élastique, j'ai commencé à chanter, je me suis lancée dans des aventures invraisemblables où je me dis, mais maintenant, je sais pas, la peur est partie. Donc, parce que ça t'a demandé du courage de partir de cette relation. Ouais. D'accord. Ça m'a demandé beaucoup de courage et je suis partie parce que quelqu'un a une phrase magique qui m'a dit, mais Jana, tu es très aimée et quand tu auras besoin, tu demanderas et les gens répondront présent, tu verras, tu es très aimée. Et je sais pas, cette espèce d'amour comme ça m'a gonflé de courage et effectivement, j'ai quitté cette personne, je suis partie. J'ai eu des propositions de logement, j'ai directement eu des propositions d'aide, d'emménagement, d'ameublement, de déménagement, et de fait, un mois après, l'aide était là. Et voilà, ce flot d'amour. Il a fallu une espèce d'impulsion, une impulsion en tout cas, une dernière qui t'a pris impulsion. à toi, quoi. L'envie était là, il manquait vraiment, je pense, cette dernière pitchounette de confiance. Et parfois, ça arrive, par hasard. Et donc, à partir de ce moment-là, je sais pas, j'ai plus eu peur de quoi que ce soit. Et donc, je me retrouve là avec ma petite application de karaoké. Et je m'entends, du coup, pour la première fois en enregistrement. Et je me dis, ah ben, ça va. Ouais. Ça va. 11 années de chorale ont quand même porté un peu leurs fruits. Et donc, 10 années à l'époque. Mais j'ai commencé à chanter pour moi et à me rendre compte que chanter, enregistrer, corriger. Ouais. En fait, ça m'a permis de progresser super vite. Et j'étais en même temps super excitée. Je voulais montrer ça à quelqu'un. Et je montre ça à mon petit ami de l'époque, qui était un mec adorable et qui m'a dit, écoute, la chorale, c'est bien. Le projet Pink Floyd est super. Mais je pense que tu devrais oser sortir de ta zone de confort et oser répondre à des annonces, proposer ta voix pour un groupe. Je dis, mais on fait ça comment ?
Ah oui. Enfin, j'ai aucune idée, quoi. Elle dit, bah, regarde, il y a tel site, ils cherchent, Ouais. il y a des annonces, bah, réponds aux annonces, quoi. Voilà, c'était un magnifique cadeau qu'il m'a fait. Voilà. Ça a été facile de faire ça? Ouais. Ah ouais. Ouais, ça n'a pas été compliqué. Parce que je savais que j'allais me planter, je savais que ça allait pas être facile, que ça allait pas matcher tout de suite, j'allais pas avoir un tapis rouge et des personnes qui allaient dire, mais c'est formidable ce que vous faites. Je savais que j'allais pas avoir ça. Ouais. Et donc, j'ai répondu à une première annonce. Donc là, j'ai dû envoyer des enregistrements de ma voix. Et donc, ils m'ont répondu très gentiment, ta voix est un peu fragile, mais elle est intéressante, c'est pas ça qu'on cherche, c'est pas ce type de voix qu'on cherche, mais continue de bosser. Et donc, des anonymes qui me donnent ce genre de messages hyper encourageants confirment ce que je pense à l'époque. Effectivement, mais quand je réécoute des enregistrements de 2019-2020, bah, clairement, ma voix a un peu évolué depuis. Donc, c'était effectivement fragile, c'était les bons mots, mais c'était aussi les bons encouragements. Ouais. Mais ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Donc, des feedbacks que tu n'as pas, parce que il y a un élément positif, continu, mais il y a aussi un élément négatif. C'est pas ce qu'on cherche. Elle est un peu fragile. On peut se dire potentiellement, c'est pas forcément positif comme feedback. Mais toi, t'as réussi à le prendre de façon constructive, à te dire, il y a du positif là-dedans. Oui. Déjà, c'était formulé de manière constructive, donc c'était difficile de le prendre différemment. Ouais. Et puis surtout, je m'y attendais à ce qu'il y ait des rejets. Et donc, je me suis dit, bah, ok, je suis partie pour une année ou deux, où je vais de toute façon m'amuser avec mon appli de karaoké, c'était déjà suffisant pour m'éclater, donc c'est le meilleur investissement de ma vie, cette appli, vraiment. J'ai tellement conseillé cette application, je devrais avoir des actions chez eux. Oui, mais je me rappelle que oui, j'en ai beaucoup parlé. Mais j'ai trouvé ça hyper chouette, quoi. Mais c'était un échange par mail, donc j'ai pas rencontré les personnes en vrai. Deuxième rencontre, c'était avec un monsieur qui voulait faire un guitare-voix, il voulait enregistrer, il avait des projets, il avait déjà enregistré des albums, il cherchait une nouvelle voix et il me demande de travailler sur un morceau. Et je lui renvoie un mail en disant, c'est pas ma tessiture, est-ce que je peux changer, chanter à l'octave sur le refrain? Il me dit non, fais-le exactement comme dans la chanson. Je dis, mais c'est une chanson portée par un baryton, moi je suis soprane et je chante plus en soprane, je chante là en voix de tête, donc c'est pas tout à fait le même exercice. Mais il me dit non, essaye-le comme ça. Donc, bon, ok, je vais l'essayer comme ça. Mais gênée, quoi. Là, je me retrouve déjà aller chez un mec que je connais pas, dans une villa à 4 façades, isolée dans un bois, et je suis là. Ah oui, d'accord. J'étais j'en menais pas large, heureusement que c'était en plein milieu de l'après-midi. Et puis directement il me branche sur le micro, mais vas-y chante. J'avais jamais chanté devant un micro, devant quelqu'un. Et je lui dis, je suis un peu intimidée, et puis non, mais ça va aller, vas-y. Donc pas du tout de prise en considération de ma gêne et pas de mise en... on te met pas à l'aise. Ouais, j'étais pas à l'aise et puis voilà. Donc j'essaye, je fais le taf quand même et puis il me dit ouais, ta voix est un peu molle. Je dis ah oui, mais si je peux chanter à l'octave, peut-être qu'elle sera un peu moins molle. Mais j'ose pas le donner à fond. Et donc il me dit ouais, vas-y. Et puis il me dit ouais non, je préférais en basse. Et je dis ah, putain, mais en basse c'était moche quoi. Et je rentre, je pars de chez lui, je rentre dans la voiture, je suis vraiment énervée et je reprends le morceau. Le morceau que tu venais de faire avec lui? Oui, je venais de faire. C'est Dormir dehors. Ok. Et je le reprends, mais je suis énervée, je le fais à fond, je le réenregistre, je lui envoie, et là, c'est mou. Et il me dit, écoute, je reviens vers toi, est-ce que tu pourrais faire maintenant un Lara Fabian pour la fois prochaine? Je dis, mec, je suis débutante. À quel moment je peux faire un Lara Fabian? À quel moment je peux même faire un Morane? Enfin, donne-moi un truc plus simple, quoi. Adapte-toi un peu à moi, ou alors me demande pas de travailler dessus. Je sais que je peux faire des choses plus simples, je sais que je suis capable d'apprendre, mais mets pas la barre trop, Lara Fabian, enfin. Non, on est d'accord. On est d'accord, hein. Enfin, je passe du niveau, je chante dans la voiture. Je chante Lara Fabian. C'est vrai. Donc on n'est pas sur. Moi, je jouais pas dans la cour des grands. Je joue toujours pas dans la cour des grands. Mais
Mais donc, voilà, je suis un peu déçue de cette expérience, mais ça ne... Ça ne casse pas, ça tu me casse continues pas, tes vraiment. recherches. Je pense que là, et même encore aujourd'hui, il faudrait beaucoup pour me casser, quoi. Je suis pas... Enfin oui, je suis un peu imperméable. Si la critique est négative et pas constructive, je crois que je l'entends pas. Un jour, on m'a dit tu souris trop quand tu chantes. Ah, je dis ah ok, ça ne te plaît pas, mais je l'entends. Mais je vais pas sourire moi parce que c'est pas moi. Elle me dit oui mais regarde YouTube, le mec il sourit pas tout le temps, il sourit même jamais. Je suis pas Bono moi. Ouais, puis c'est ça. Moi, je suis Jana. Enfin, moi je souris. Et donc oui mais la musique est bien mais tu souris trop. Ce genre de critiques, je les entends, mais ça voilà, au niveau de la balance coût-bénéfice, est-ce que je vais arrêter de sourire pour et me dédire, enfin voilà, non, j'ai plus envie de coller à quoi que ce soit qui me ressemble pas. Donc je trouve que c'est déjà assez bien de coller à moi-même. J'ai déjà rassemblé tous les morceaux en 40 ans, donc là non, c'est bon. Là, on te fait du coup des feedbacks, des critiques, etc. La façon dont tu les gères maintenant a changé. Oui, mais à l'époque, j'étais déjà ça m'allait bien qu'on me dise des choses à construire, enfin au niveau de mon identité vocale. Je pense que c'était vraiment plutôt sur le plan identitaire. À 40 ans passés, j'étais plus là pour me faire chier. T'aimes pas ce que je fais, passe ton chemin, comme dit Alexandre Astier, tu vois, c'est la bienveillance, je prends. La critique constructive, je prends. Mais si c'est juste critiquer pour critiquer parce que tu veux que je colle à Lara Fabian, ou est-ce que toi tu veux ça va pas. Et donc il y a toujours un endroit où les critiques veulent t'emmener et c'est intéressant de voir le chemin et puis te dire ah bah en fait non ou oui bah oui franchement j'aurais pas pensé il faut voir aussi de qui vient cette critique au final. Est-ce que c'est une critique intéressante par quelqu'un qui a d'expérience ou je ne sais quoi, enfin qui a des opportunités à proposer ou quoi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que voilà. Bah, je peux pas nier quand Saul fait comme ça. Ça fait pas du bien. Franchement, ça fait pas du bien. Ça fait du bien. Je peux pas nier que ça fait pas du bien. C'est incroyable. Enfin, quand il fait. Je l'ai en vidéo, je l'ai filmé hier parce qu'on a terminé d'enregistrer l'album hier. Il a écouté un chœur qu'on a fait avec Audrey Lorenz, qui est une superbe artiste aussi. Et j'ai zoomé sur sa tête et il fait ça. Ça fait chaud au cœur. Mais la critique, qu'elle vienne d'un musicien ou d'un autre, les gens reçoivent la musique, qu'ils soient musiciens ou pas. Donc, un récepteur de musique n'est pas obligatoirement un musicien. C'est un amateur de musique. Bien sûr. Donc, les gens qui vont au concert et qui vont te dire « ça, c'était top », c'est toujours intéressant, c'est toujours chouette à recevoir, que ce soit des amateurs, des profanes, des professionnels, peu importe, il y a toujours quelque chose à prendre. C'est juste qu'on peut pas comparer une critique musicale d'un musicien bien sûr, mais ça n'a pas une valeur différente. C'est juste, voilà. Pour moi, oui, ça n'a pas une valeur différente. Ça a la même valeur parce que c'est quelqu'un qui aime la musique, qui vient te dire quelque chose sur ta musique. Oui. C'est pas parce que quelqu'un nous dit quelque chose qu'on est obligé de le prendre. Oui, je crois que c'est ça en fait que je. Vraiment. Si Saul m'avait dit non, je peux pas travailler avec vous, il y a beaucoup de boulot, ça va pas être. Ça m'aurait pas découragée, mais je me serais dit oh bah mince alors. Je pensais que ça allait quand même un peu. T'as fait tes tests avec les groupes qui cherchaient, et puis à un moment donné. Tu as atterri. Oui, et puis j'ai j'ai mangé avec un ami et il me demande des nouvelles et je lui dis tiens, tu sais quoi, je me suis mise à chanter, il me dit fais-moi écouter. Il a peut-être pas dit fais-moi écouter, j'ai peut-être dit j'ai vraiment envie de te faire écouter. Je suis pas sûre que ça ait démarré par cette phrase là, mais et j'étais très enthousiaste, vraiment, au début. Mais on est prêt quand on fait quelque chose qui nous plaît, on a envie de le partager. Oui, voilà. Sûr. Et donc, j'ai peut-être tanné beaucoup de mes amis à vouloir leur faire écouter ce que j'avais fait. C'est normal. Et puis, il y a de la fierté aussi, tu vois. Et puis, j'étais fière aussi de pouvoir oser faire écouter ma voix. Enfin, ça datait, cette envie de chanter, datait. Elle avait une trentaine d'années quand même. Et pour moi, c'était une grande victoire. Donc, je pense que je voulais vraiment
partager ma joie et du coup imposer mes chants. Et donc il me dit à ce moment-là, mais c'est chouette, c'est sympa ce que tu fais, mais je connais quelqu'un qui cherche une chanteuse. Et donc c'était le vendredi midi et le samedi soir, j'avais rendez-vous avec Stéphane de Villers, avec qui j'ai créé le groupe OK Lion. Et en fait, on s'est rencontrés. Moi, je m'attendais à arriver dans un studio. Je suis arrivée dans un salon. Et je me dis, OK, on fait comment pour être chanteuse dans un groupe? Et donc, j'ai appris, du coup, que c'était aussi des enregistrements qu'on peut faire à la maison, avec un bon micro, une bonne carte son, une bonne application, un bon logiciel, tout ça. J'étais un peu surprise. Et il m'avait envoyé des morceaux le matin. Je les avais écoutés. Et il y en avait un qui m'était resté un peu en tête et je lui dis voilà, on fait comment pour être chanteuse? Tu as des paroles, tu as une mélodie? Non, ça c'est la partie que je n'ai pas créée, donc est-ce que tu as quelque chose à proposer? Et là oui, d'accord. Donc là on te demande un texte. Et là donc on est samedi soir, donc moi j'ai dit à mon pote le vendredi que je m'étais mis au chant et le samedi soir je me retrouve chez Stéphane de Villers et je lui dis écoute oui, j'ai toujours des mélodies, donc peu importe la chanson qui passe à la radio, j'ai toujours une mélodie qui vient par-dessus. Ah oui. Donc c'est un exercice que je fais depuis toujours. Et je me dis, allons-y, hein. Il y avait une chanson en particulier où je trouvais que la mélodie était vraiment catchy et je lui muse le truc et il me dit j'aime bien, tu veux qu'on enregistre, je peux la muser. Ok, donc on enregistre la muser. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah oui, d'accord. Okay. Donc le faire en la bouche fermée, à défaut de parole. Et en fait, ça marche, ça colle bien sur la rythmique de la musique. Et mais c'était au pif, quoi, hein, vraiment au radar complet. Et je lui ai dit, mais si tu as des paroles, je veux bien improviser avec des paroles. Donc là, il est arrivé avec une farce complète, avec plein de paroles. On a tout étalé. Et donc j'ai commencé avec le micro à prendre une phrase là et improviser comme ça. Et en fait, on a écrit le premier morceau comme ça. Ok. Ce soir-là. En impro complète. En impro complète. Et c'était le week-end de la foire du livre. J'étais le dimanche de nouveau à la foire du livre. Et puis, j'écoutais plus. J'étais à une conférence, j'écoutais plus. Donc, je réécris les paroles. Et j'envoie un message à Stéphane en disant est-ce que je peux repasser? Je pense qu'on peut réenregistrer différemment. Donc, j'étais le 8 mars, le 8 ou le 9 mars 2020. Et j'ai réécrit les paroles. Mais j'ai vraiment envie de les enregistrer aujourd'hui. Et donc, il m'a dit oui, pas de souci, je suis disponible. Donc là, je me dis, en fait, non, je peux plus rester à la foire du livre. Donc, j'ai pris mes affaires et j'ai pris la bagnole et je suis allée directement chez lui. Et en fait, on a enregistré Play, qui est devenu notre premier single ce jour-là. Donc voilà, une semaine avant le confinement, on se rend compte que du coup, ça matche bien. J'ai plein d'idées de mélodies. Et là, par curiosité, du coup, niveau confiance en toi, niveau légitimité, niveau tout ça, où est-ce que t'en es? Là, d'avoir quelqu'un qui valide ta première création musicale, qui dit c'est super, ça vraiment, ça booste à mort, quoi. Parce que c'était un exercice que j'avais jamais fait. Et au bout de 24 heures, même pas, parce que c'était du samedi soir au dimanche midi ou après-midi, en quelques heures de pondre une chanson, je me dis, on a créé un truc. Et donc là, il y avait un bébé que j'écoutais et je trouvais ça joli. Et je disais, waouh! Et derrière, il y avait Stéphane de Villers qui était hyper encourageant, qui disait, mais c'est super. Et je dis, tiens, vas-y, on fait un exercice sur une autre chanson. Et puis, là, ce qui me vient spontanément, c'est ça. Ah, super, viens, on va garder. Et en fait, ça a été comme ça, une énergie de création. Et puis, là, il n'y a plus de gêne. Là, il n'y a plus de... il n'y a plus de gêne aucune, quoi. Au moment où on enregistre, c'est gênant. Parce que c'est toujours, c'est un peu faux. Et puis, tu te dis, non, ok, on y va. Alors, avec un petit verre de vin, ça détend. 2 verres de vin, tu vas. 3 verres de vin, tu t'en fous de tout. J'ai pris ce leurre-là pour me détendre. Mais encore maintenant, quand j'enregistre et que c'est faux, je suis toujours... Mais on y va. On enregistre et je sais qu'à un moment donné, c'est correct. Il y a dans ta tête, en tout cas, ce truc de... ça n'a pas besoin d'être parfait tout de suite. On continue, quoi. Parce que je me suis vraiment libérée de la peur de devoir fournir quelque chose de parfait. Je suis une ancienne première de classe, hein, donc voilà. Cette exigence de perfection, je l'ai vraiment abandonnée en cours de route au profit de l'à peu près. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as abandonnée?
le fait de m'être complètement émancipée émotionnellement, affectivement. Ah oui, cette rupture là dont tu parlais. Plusieurs ruptures. Premier, j'ai d'abord divorcé, puis les choses apparaissent moins graves par la suite. Quand tu divorces, c'est vraiment la décision la plus douloureuse de ta vie, quoi. À partir du moment où tu fais un choix qui a de si grandes conséquences, les autres apparaissent beaucoup plus petits, quoi. Et donc faire une fausse note, voilà, dans la mesure où donc c'est le vécu en fait qui a contribué à mais le choix de la cohérence interne. Oui, bien sûr. C'est de se dire ok, soit je vis une vie à côté de moi, soit j'essaie de me rapprocher de mon essence et de mon être, et là j'ai fait des choix de vie qui étaient difficiles, et donc il faut que j'en refasse d'autres, et donc forcément une fausse note. Tu t'en fous un peu, hein, vraiment moi personnellement. Et le jour où j'ai décidé de m'émanciper totalement, je pense qu'il y a des choses qui doivent se rejouer encore pendant quelques années, de l'ordre de c'était vraiment cette décision-là que tu voulais prendre. La vie te teste. C'est vraiment ça. Et le jour où tu dis oui, c'est ça, c'est vraiment. Tu dis un grand oui, alors il n'y a plus rien qui compte. Et je sais pas t'expliquer à quel moment c'est vraiment te dire. C'est pas un jour où c'est devenu le premier jour du reste de ta vie, quoi. J'ai eu plein de premiers jours du reste de ma vie où je me dis ça y est, c'est le premier jour du reste de ma vie, celui-là. L'autre aussi, et en fait c'est une négociation permanente, et ma maman dit toujours mais ça devient de mieux en mieux, le meilleur est à venir, et en fait c'est vrai, c'est vrai. Le démarrage est parfois un peu dur dans la vie d'adulte, mais une fois que tu t'alignes, faut s'accrocher, et puis c'est bien de tenir ce cap-là. Cool. Mais donc oui, ça reste encore compliqué aujourd'hui d'enregistrer face à des gens, de montrer la version en travail, la version moche. Parce que quand moi, quand j'édite une chanson, je veux qu'elle soit nickel ou le plus nickel possible. Donc je sais que ce sera jamais parfait, mais le plus nickel possible, le plus à peu près bien, c'est ok. Mais parfois je poste une chanson, je l'ai travaillée 3 semaines, 1 mois, 2 mois avant, même sur ma petite application de karaoké. Parce que cette note-là, elle sonne pas juste à mon oreille. Et alors je la retravaille. Et donc des fois quand je poste un truc, il y a beaucoup de boulot derrière. Ça m'est arrivé une fois d'enregistrer sans café, au réveil, une chanson que quelqu'un qui nous a quitté, Stéphane Gauvry, il m'a envoyé un texte, je l'ai lu le matin, j'ai branché une bande son et j'ai chanté, et c'est la seule fois où j'ai chanté comme ça de manière intuitive, et j'ai gardé la première prise. Cette prise-là, elle est dingue. Mais il y avait peut-être plus d'émotion, enfin. J'étais pas réveillée, je pense que j'ai pas intellectualisé le truc, quoi. Et donc le texte était tellement beau, elle est sortie comme ça. Et Saul disait justement, d'ailleurs, souvent la première prise, la prise un peu tuteur, il dit est souvent la bonne. Il n'y a pas d'enjeu en fait, la première fois, forcément, ce sera pas la bonne, quoi. Et on se dit. Oui, et puis, moi, avec OK Lion, je faisais, en plus, Stéphane de Villers, c'est vraiment très méticuleux aussi. Et donc, s'il y avait un micro-poil d'intonation qui pour moi me semblait pas bon, on enregistrait 5-10 fois, jusqu'à ce que ce soit bon. Et donc, ici, l'enregistrement de l'album avec The Imaginary Suitcase ou avec Soul, il y avait 1 prise, 2 prises, voire des fois une correction d'une phrase ou d'un mot. Pas 9-10 prises. Ça changeait un peu la perspective, quoi. Donc c'était un peu dur. Vraiment, on se rend pas compte du talent. L'enjeu est vraiment lourd, quoi. Enfin, il faut pas que je plante, parce que si je me plante, il n'y a pas de retour possible. Donc après, il faut assumer les erreurs. C'est fait. Enfin, je pense qu'il y a un mot, par exemple, où Laurent et moi, on dit pas de manière synchro le même mot. Moi, je n'entends que ça. Hein. Je ne peux entendre que ça. La chanson est dingue, mais moi, je n'entends que ça. Et donc, est-ce que tu veux le réenregistrer? Et quand Saul te dit, mais moi, je trouve que ça va, le petit décalage d'une demi-seconde, ok. Tu peux laisser vraiment le côté perfectionniste de côté. Si lui te dit que c'est ok, alors c'est ok. Mais dans 10 ans, je l'entendrai encore. Bon. Et il faut se satisfaire de l'à peu près. Tout à fait. Quand tu fais les choses en amateur, tu le fais parce que tu les aimes.
Ouais. Voilà, et aimer, voilà, l'imperfection fait partie de l'amour. Oui, oui. Et puis, c'est même le socle de l'amour. Au final, et cette personne se souviendra dans 6 mois. Enfin, tu vois, la perfection, c'est dans un puzzle, ou s'il arrive à remplir un mot croisé, tu vois. Mais je veux dire, pour tout le reste, c'est pas possible, quoi. Donc, ouais, tout à fait. Mais donc cet enjeu de l'à peu près, c'est un grand cadeau que je me suis fait. Vraiment, le cadeau de l'à peu près, c'est le meilleur cadeau. Ouais. Et alors, le fait de ne plus être drivé par la peur, quoi. Et aujourd'hui, par exemple, si on me propose quelque chose, par exemple, c'est arrivé, on enregistre cet album pendant le confinement, on le fait écouter, on le masterise, on le mixe un peu, et puis toujours cet ami qui nous a présenté, Boots, me dit, mais il faudra penser à le présenter sur scène. Est-ce que tu veux juste te limiter à un enregistrement comme ça, studio, pour une diffusion sur les plateformes, ou est-ce que tu veux le montrer sur scène? Et là, j'ai vraiment cet enjeu, cet ancien moi qui dit non, pas la scène, on a rien. Non. Et puis l'autre partie qui là a gagné, la partie aventurière, la partie qui ose et qui a pas peur de se planter, cette partie qui a gagné du terrain au fil du temps, qui dit mais si t'as peur, c'est pas suffisant. Et donc si t'as peur, c'est pas une raison suffisante pour. Si tu trouves que t'es pas en place, si tu trouves que t'es mauvaise, que c'est pas un enjeu ou que t'es pas un projet du tout, c'est pas un désir d'aller sur scène. Si tu ne le souhaites réellement pas, ne le fais pas. Mais si t'as peur, alors fais-le. Parce que tu seras hyper contente d'avoir dépassé cette peur-là. Et donc, j'ai dit, en fait, c'est quoi, viens, on va faire de la scène. On fait ça comment, d'ailleurs? J'ai aucune idée. Et le premier concert que j'ai fait, c'était pas avec OK Lion, c'était avec Laurent d'Imaginary Suitcase. C'est Vincent Romain qui nous a accompagnés à l'époque. C'était une guinguette, il y avait 70 personnes. J'étais terrifiée. Et là, de nouveau, j'ai essayé de me détendre, un verre, 2 verres. Guinguette en plein soleil, ça pardonne pas. J'ai beaucoup souri, ça s'est très bien passé. Mais c'était très étrange comme expérience de chanter devant des gens. En plus, c'était au chapeau. Il n'y avait pas de budget pour nous payer, donc moi je m'en foutais. J'étais déjà hyper surprise qu'on nous fasse chanter. En plus, un chapeau. Et en fait, il y avait plein d'argent dedans à la fin. Et les gens étaient hyper contents. Je me disais, les gens, ils ont payé pour ça, pour venir m'entendre. Et il y avait beaucoup d'argent dedans, j'étais vraiment surprise. Je fais le calcul, alors chaque personne a donné. En moyenne, ils ont donné ça. Waouh, ça vaut de l'argent. Est-ce que moi, j'ai fait dans la voiture, ça vaut de l'argent. Et c'était dingue de voir que c'était monnayable. Et je comprenais pas. Mais donc moi, je fais un truc qui me plaît pour m'amuser. Et vous donnez de l'argent. Ça, c'est ouf. Hein. Cet échange-là était très étrange. Ça, c'était dingue. Enfin, c'était dingue. Deuxième concert, toujours avec Imaginary Suitcase. Là, on est toujours 3. Et moi, j'ai une vie entière de réception de musique. Et une toute petite expérience émission de musique. Je vois. Et donc, moi, j'ai l'habitude d'écouter. Et donc, le concert se passe bien. Et puis, à un moment donné, je suis sur scène et je les regarde. Putain, ils jouent bien, quoi. C'est chouette, c'est agréable. Et je sais pas, j'ai un trouble de l'attention. Donc, à ce moment-là, clairement, je me sens pas concernée par ce qui se passe sur la scène. Jusqu'à ce que Laurent chante ma partie de chant. Et je me rends compte qu'il me fait des grands yeux et qu'il me dit « C'était à toi de chanter, hein !» avec ses yeux. Et du coup, je prends sa ligne de chant mortifiée. Mais en fait, moi, j'étais juste là, bien, sympa ce qu'ils jouent, les deux guitaristes. Alors que t'étais sur scène. Alors que j'étais sur scène, quoi. Je me suis vraiment laissée absorber parce que 42 ans de réception de musique et 0 expérience d'émission de musique. Et donc, voilà, sur scène, tu peux oublier que t'es sur scène si c'est vraiment bien. Putain, ils jouent bien ces deux-là, j'ai bien fait de venir. Et c'était dingue. Et voilà. Mais donc, ça, c'est intéressant aussi parce que du coup, forcément, le passage de je suis une petite fille, je suis pas légitime parce que c'est maman qui chante, à je suis sur scène et j'en oublie que je suis sur scène, ça se fait évidemment pas du jour au lendemain. Et c'est juste une succession de oser sortir de sa zone de confort, oser, à chaque fois un petit pas en plus, ce qui fait qu'en fait ta zone de confort, c'est pas que t'en es sorti, mais elle s'est élargie en fait. Et je crois que c'est ça qui est intéressant de relever ici, quoi. C'est vraiment ça. Je pense que maintenant tu me dirais
viens, on va apprendre le japonais, on va faire de l'impro, je dirais ouais. Bah oui, on y va parce que il y a pas une expérience qui me fait peur pour le moment parce que si ça me fait peur, vraiment si j'ai pas envie, voilà, c'est pas un autre enjeu. Oui, non, bien sûr. Mais si ça vient un peu titiller ma peur, je pense que ça vient m'exciter encore plus, parce que effectivement ma zone de confort est large et elle s'est élargie aussi au fur et à mesure de ma gentillesse envers moi-même et de la bienveillance de mon entourage. Oser ou entre guillemets prendre des risques, c'est peut-être un muscle en fait. Je pense que l'analogie avec le muscle est très juste. Déjà, la voix, ça passe par là. Mais si tu veux tout de suite faire un grand écart, tu vas te claquer les tendons. Donc tu dois commencer petit. Et donc oui, c'est un effort continu, c'est un vrai travail. Mais tu dois passer toutes les étapes, en fait. Tu peux pas bypasser des étapes. La prise de risque, elle est comme en sport, c'est une prise de risque mesurée. Et donc, si tu veux aller trop vite, trop loin, tu te casses la figure. Le risque auquel je m'expose doit être drivé par le plaisir. Rien n'est impossible, c'est juste que tout est quelque part un peu échelonnable. Mais rien n'est impossible. Il faut juste pouvoir le doser un petit peu. Et juste pour revenir, parce que du coup, tu m'as parlé de ça par téléphone, tu es allé voir ton compagnon, ta fille, pour leur dire, voilà, Itzel, elle veut faire un podcast sur la confiance en soi. Qu'est-ce que t'en penses? Et qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Surtout, donc, du coup, ton mari. Oui, mon mari m'a dit, bah oui, évidemment. Évidemment, parce que je me vois pas comme quelqu'un qui déborde de confiance en moi. J'ai mes casseroles et sont évidemment m'a un peu surpris. Je dis pourquoi tu dis ça? Ça te semble si légitime qu'elle m'ait demandé à moi? Elle dit bah oui, rien n'est impossible avec toi. Ouais, t'as peur de rien. T'as peur de rien. Rien ne te freine. Donc oui, tu débordes de confiance en toi. Ah oui. Ah bah ok. D'accord. Oui, en effet, c'est vrai. Et donc, quand j'ai demandé à ma fille, elle a dit oui, enfin aussi. Donc en fait, c'était une évidence pour tout le monde. Moi, j'y avais juste pas vraiment pensé. Quand tu m'as demandé, je me suis dit, ça me semble très bizarre cette idée, mais oui, hein. Moi, je dis oui. J'ai dit oui, mais arrivé ici, tu l'as vu, j'étais un peu. Oui, c'est vrai. C'est un peu gênant, quoi. Je regarde la position, les collants, la coiffure, machin. Mais oui, ça fait peur de sortir de sa zone de confort. Mais il y a rien de grave qui se passe derrière, quoi. Donc normalement, il y a pas grand-chose qui se passe. Parce que le risque est mesuré. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je veux dire là, enfin, je veux dire, tu vois, ça aussi c'est intéressant. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je veux dire, faire un podcast. Voilà, moi je suis dans un coworking. J'ai loué pour la journée. J'ai installé mon matos, il y a un peu des lumières, etc. J'enregistre avec une GoPro, qui est une petite caméra comme ça que j'ai d'avant. J'enregistre, vous le voyez pas, mais avec mon téléphone, la voix. Ce sera pas parfait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que si on attend que ce soit parfait. Ah oui, non, mais c'est ça. Non, mais je pense qu'on le fait pas. Et puis surtout, en fait, tu ne peux pas, entre guillemets, déjà, ne serait-ce que te rapprocher de la perfection si t'as pas essayé 30 000 fois avant. C'est clair. Tout simplement. Beaucoup d'échecs derrière une réussite. Ouais, tout à fait. Ou alors t'as vraiment un bol incroyable. Mais ça t'arrive peut-être une fois. On va parler de chant. Mais t'as fait des clips. Oui. Ah oui, mon Dieu. Ça peut être rigolo parce que, voilà, te dire, waouh, il faut qu'on fasse un clip maintenant. Ah ouais, non, ça c'est... Déjà, tu vois, il y a ce truc, c'est un peu cringe comme ça de s'entendre parler. Mais de se voir. De se voir, mon Dieu. C'est autre chose, hein. Donc on a trouvé un réalisateur pour nos clips, Jérôme Zvonok, un type incroyable, complètement déjanté. Et donc on se donne rendez-vous un soir pour discuter du projet de clip. Et donc il me donne rendez-vous chez lui et on discute. Et je pense que Jérôme, dans sa tête, ça grouille déjà d'idées. Il a écouté le morceau, il a déjà plein d'images. Et puis Jérôme, il est dingue, quoi. Il y a aucune limite à la créativité. J'adore ce type de profil complètement ouvert.
il me dit tu veux qu'on fasse un essai? Oui, j'étais pas venue pour ça, mais un essai vidéo, un essai vidéo. Ouais. Et donc il me met dans un coin, donc j'ai l'arête dans mon dos, et donc j'ai une position un peu comme ça. Je pense même que je suis dans cette position-là. Donc j'ai clairement les épaules rentrées. Et il me dit on va faire du lipping, on va faire un essai pour voir ce que ça donne. Du lipping. Du lipping, donc la chanson joue. Alors j'ai mon GSM, je lance la chanson, il commence à tourner. Et je chante par-dessus, je chante par-dessus okay. Ou je chante pas. Donc je mais je suis clairement comme ça. Je suis pas à l'aise, vraiment pas. Et il me dit on recommence. T'es pas à l'aise d'être filmée? Je suis pas à l'aise d'être filmée, je sais pas ce qui est attendu, je sais pas à quoi je ressemble, je maîtrise pas l'image. Ouais. Alors que moi j'ai fait de la photo pendant des années. Ouais. C'est très confortable d'être derrière l'objectif, tu maîtrises tout, le cadre, la lumière, tout. Ouais. Et là je suis vulnérable devant quelqu'un en train d'être filmé pour un clip. Ouais. On était en janvier 2021, donc ça fait 1 an que je chante, qu'on a enregistré l'album. Et il me demande de faire des gestes plus grossiers. Et donc, non, il me demande de faire une gestuelle. Alors je suis là. Elle me dit non, exagère les gestes. Ouais. Prendre la place, quoi. Prendre la place, exagère-les, ça donnera bien. Donc là, je commence à gesticuler comme une forcenée. Elle me dit oui, c'est ça, vas-y. Donne tout. Et en fait, à ce moment-là, je dis bah ok, c'est lui le pro. Moi, je sais pas comment il faut faire. Ouais. Donc vas-y à fond. Parce que de toute façon, au pire, c'est coupé, hein. Enfin, de toute façon, oui, il y a pas d'enjeu. Et donc, je le fais à fond. Et il me dit, vas-y, maintenant, c'est comme si tu étais fâché, tourne la tête et bouffe tes cheveux. Et je dis, ouais, j'y vais à fond. Mais c'était très libérateur, quoi. Vraiment, d'oser se montrer vulnérable et de servir le projet. Ouais. Et pareil, quand j'étais sur... Mais se montrer vulnérable, en quoi pourquoi c'était vulnérable, ça, pour toi? Mais parce que je maîtrisais pas ce que je montrais, je ne savais pas si ça allait être joli, si ça allait servir le clip. J'aurais voulu maîtriser l'image. Ouais. En fait, à la limite, ça aurait été confortable si j'avais, comme ici, par exemple, un retour image. Ah oui. Et j'aurais pu dire oui, non, plutôt comme ça. C'était le contrôle, non, quoi. Ouais, mon profil, là, ça va pas, mon 3/4 est meilleur. Et en fait, le fait de ne rien maîtriser du tout, et de faire confiance à un inconnu, que je connais depuis une demi-heure, qui me fait tourner. Et en fait, ces images ont été gardées pour le clip. Ah ouais. Et quand je les vois, je me vois encore, parce qu'il a gardé les premières où je suis un peu gênée. Et donc, c'est hyper tendre de revoir, en fait, ce switch, parce que tu le vois sur la même séquence. Donc, je suis habillée pareil, j'ai un débardeur, et je suis comme ça. Et il a gardé les images de gêne et les images un peu plus sauvages. Ouais. Et là, je me dis, là, sur 3-4 images, on voit la progression, le dépôt de confiance, l'abandon, la vulnérabilité, dire ok, non, c'est bon, on y va. C'est comme la première fois que j'étais sur scène avec Okeleyen, c'était pas à la lumière du jour, c'était dans une salle. Ouais. Tous les copains étaient là. Ouais. La salle était bondée. Je pense que tu étais là au Rock Classique. C'était aussi flippant parce qu'en plus, on avait des problèmes de son l'après-midi. Et moi, j'étais comme ça. Première scène, hein. Première scène avec Okeleyen. Ouais. Parce que sinon, j'avais déjà fait 2 ou 3 concerts avec Imaginary Suitcase, mais à l'air libre, dans un univers un peu plus détendu. Moins d'enjeux. Et là, c'est dans une salle fermée. Avec de la sono, avec un ingé son. Donc il y avait un autre enjeu. Le Rock Classique, c'est pas très grand, mais pour moi c'était très grand. et c'était bondé et on voyait tous les amis arriver. Et 1/4 d'heure avant de commencer, il y avait toujours ce problème de son et on n'arrivait pas à le résoudre. Et puis voilà, la magie a fait que les problèmes se règlent parfois juste sur le fil. Et quand je revois les images de ce concert, je suis tellement contente, je bondis partout. Et clairement, je le fais à fond. Mais ça se voit que j'ai aucune expérience. C'est la première fois que j'ai fait comme les artistes, j'ai posé mon pied sur le retour de scène avec un air un peu cool. C'était au bout d'1 an. Mon mari souriait parce qu'il voyait vraiment... il voyait que c'était un effort pour moi. C'était vraiment... Allez, je vais oser... Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est des petites victoires. La première fois que c'est ça, ces petites victoires. La première fois que tu
clapes Ouais, tes que tu mains demandes au public, ouais. et que le public te répond, parce que tu dis, ça se trouve, il y en a que 2 qui vont le faire, et t'as toute la salle qui clappe aussi. Ouais. Tu fais, Ouais. mais c'est tout des enjeux, quoi. La Ouais, première fois que j'ai pas eu de retour sur scène et que je ne savais pas du tout où on en était, Ouais. et que je me suis retournée, j'ai fait une espèce de danse de la séduction au public, et que je regardais Stéphane de Villers en disant, je sais pas où on est. Ouais. Et puis, il dit, je sais pas non plus. Je sais pas t'aider, puisque chacun connaît sa ligne Bah oui. et ne connaît pas la ligne des autres. Oui, Donc, oui. du coup, à un moment donné, j'entends les deuxièmes voix que je fais parfois sur certains morceaux. Je dis, ah ok, c'est là. Et alors, je me retourne et comme si de rien n'était. The show must go on, quoi. C'est que tu te plantes, tu dois te planter tout le long de la chanson, quoi. On en a planté quelques-unes, mais vraiment, je me disais à chaque fois, c'est impossible qu'on plante toutes les chansons. On peut se planter sur 1 ou 2 chansons, mais pas sur toutes. Donc, on peut... Et puis au final, comme tu disais tout à l'heure, qui s'en souviendra? Voilà. Et puis je me disais, de toute façon, les gens, ils connaissent pas. Non, c'est vrai. Ils connaissent pas la musique, ils connaissent pas les paroles, ils connaissent pas les morceaux. Ouais. Les copains connaissent. Donc certains commençaient à vraiment bien connaître les morceaux et des fois nous regardaient genre, ouh là, nous on a capté que vous étiez à côté là. Nous, on le sait. Mais à ce moment-là, ça me faisait rire. Ouais. Parce que c'était pas grave. Et comme je souris naturellement beaucoup sur scène, du coup ça passait, je faisais un petit clin d'œil, oui je sais. Quand mon mari m'a dit, j'ai vu que t'as mis le pied sur leur tour. J'ai dit, ouais, t'as vu. C'était énorme pour moi. Ouais. Alors que j'étais déjà montée sur scène, les grosses victoires visibles avaient déjà été gagnées, mais pas les petites, pas le clap, pas le pied. Voilà, donc il y a encore plein de trucs, ça se trouve je ferai plus jamais de la scène, ça se trouve j'ai encore plein de belles scènes, tout est ok. Enfin, ouais, c'est ça. J'aimerais bien refaire de la scène, hein, beaucoup de grandes scènes. On a un concert d'ailleurs demain à Dour, ouais. À Dour? Ouais, avec Laurent, Laurent et Jeff maintenant, parce que j'ai du coup récupéré le guitariste de Kelayen pour l'injecter. Ah oui, d'accord, ok. D'Imaginary Suitcase, maintenant on est 3. On a un petit concert demain à Dour, ouais. Ah, c'est chouette. Mais voilà, c'est plus confidentiel, donc c'est aussi un aveu d'humilité, parfois de chanter devant des gens qui t'écoutent pas. C'est pas évident. Ah, parce que comme ce sera parfois c'est des cafés-concerts, dans des bars ou quoi. Oui. C'est pas des scènes tu viens pas voir un concert. Quand tu joues dans un café, c'est dans l'ambiance, quoi. T'es dans l'ambiance. Et quand t'as des gens qui continuent de boire leur café et qui t'écoutent pas, tu peux vraiment le prendre comme une blessure d'ego ou te dire, si j'arrête de jouer, les gens me tournent la tête. Il est où le fond musical? Et en fait, tu participes d'un bon moment. Bien sûr. Et c'est pas grave si les gens t'écoutent pas. Parce qu'il y a toujours un moment où ils finissent par dire, ah oui, c'est sympa ça. Il y a parfois quelques interactions. Et on a joué dans un festival à Roulers-en-Rue. Ça aussi, c'est un sacré challenge. Hein. C'est quoi Roulers-en-Rue? C'était un festival d'art de rue à Roulers. Ok. Et donc, t'as plein d'artistes qui jouent de la musique dans la rue. Ouais. Et donc, t'as parfois, à chaque coin de rue, ou parfois 2-3 artistes sur la rue, et les gens passent, quoi. Ils s'arrêtent pas. Parfois, ils s'arrêtent voir le premier, mais plus le deuxième ni le troisième. Oui. Et on était souvent le deuxième, troisième de bien un nombre d'autres artistes. Et moi, c'était vraiment mon grand fantasme. C'était de me dire, voilà, est-ce que je suis capable de m'affirmer au point, de prendre du plaisir avec des gens qui m'ignorent, qui sont indifférents? Est-ce que j'arrive à aller jusque-là? Est-ce que ça ne va pas m'atteindre dans mon estime, dans ma confiance? Est-ce que c'est ok? Que les gens fassent juste un petit sourire, voir qu'ils t'ignorent, hein, toi t'es là en train de t'époumoner, tu donnes tout ce que t'as, et les gens ils s'en foutent, ils continuent. Ça c'était vraiment une grande victoire aussi pour moi, de chanter en rue, avec les belles interactions qui durent le temps d'un quart de chanson, une demi-chanson, où t'as parfois des gens qui s'arrêtent, et puis qui n'ont pas le temps parce qu'ils sont pressés ou qui ne prennent pas le temps. Et au contraire, des gens qui viennent te dire est-ce que vous pourriez chanter Simon et Garfunkel? Oh bah oui, avec plaisir. Moi de toute façon, je dis toujours oui. Mais... si je sais pas, ou si Laurent sait pas, on se passe la main. Et de chanter une ou deux chansons de Simon et Garfunkel, et puis d'avoir la femme qui commence à pleurer et qui te dit voilà, je suis condamnée, il me reste plus que quelques jours à vivre, et vraiment ça m'a rempli de joie d'entendre ça. Et en fait, la musique est un
un média incroyable de guérison, de bonheur, de joie. T'as des chansons parfois où tu as des émotions qui sont un peu confuses, t'as pas les mots pour, mais la chanson les a pour toi. Et du coup, tu surfes un peu sur ce prêt émotionnel que te fait l'artiste. Et moi, d'avoir conscience de ça, c'était vraiment très, très, très touchant, quoi. Ouais. J'ai vraiment conscience parfois que, à mon niveau, petit, que ça peut faire du bien de chanter pour quelqu'un. Enfin, je pense qu'il y avait une chanson dans Kelayen qui était une chanson sur les personnes en transition, mais pas forcément en transition sexuelle, en transition d'un ancien soi vers un nouveau soi. Quand tu décides de prendre des décisions qui te font du bien, tu dois quitter une zone de confort, une habitude, et cette transition-là est pas évidente. Et donc on avait une chanson. Enfin, moi j'avais écrit les paroles d'une chanson sur la transition, et je la chantais pour des femmes en transition sexuelle ou des amis en transition, et parfois je les faisais monter sur scène, et donc c'est c'est émouvant, et tu sens vraiment que dans la chanson il y a je suis là, je suis avec toi, t'es pas tout seul, je te comprends. Et quand tu entends des artistes à la radio, ou des artistes depuis tout petit que tu sais, que tu écoutes depuis toujours, que tu te dis mais qu'est-ce que j'ai pu pleurer sur les chansons c'est vrai. De tel et tel artiste, ou qu'est-ce que je me suis éclatée sur ce morceau, ça signe de meilleurs souvenirs. Et donc en fait les chansons sont des vecteurs émotionnels, des vaisseaux émotionnels où ils t'embarquent, parfois ils prêtent les mots, parfois. Et j'imagine que c'est ça que t'aimes bien du coup aussi. C'est là-dedans que je me sens en tout cas très bien. Qu'est-ce que tu dirais à toi étant jeune, sachant que voilà, t'as fait le chemin que t'as fait, et peut-être que t'es très bien, t'es très satisfaite de l'avoir fait comme ça, mais disons, si tu parlais ou peut-être les sagesses que tu tires ou que tu as tirées de cette expérience-là, de ces expériences-là, en termes de justement confiance en soi. Je pense que je me serais chuchoté à l'oreille les 2 phrases mantra. Qui s'en souviendra dans 6 mois, et qu'est-ce que ça représentera dans 6 mois. C'est vraiment dire, n'aie pas peur, essaye. Au pire, tu te plantes. Mais dans chaque situation, tu vas apprendre. Et c'est un peu bateau comme ça, hein, mais c'est vraiment ce que je me dirais. C'est plante-toi, mais évite d'être drivé par la peur. Fais du mieux que tu peux. Si la peur te drive. Si la peur est un monstre plus imposant. À ton aise, hein. Mais sache que derrière, il y a quand même beaucoup, beaucoup de joie dans le rien à foutre et dans la légèreté. Mais c'est, je me serais chuchoté ça pour prendre quelques raccourcis. Là, c'est effectivement un peu remettre un peu les choses en perspective en disant, mais voilà, c'est pas si grave que ça. Non. Et je pense, on devrait beaucoup insister, enfin moi en tout cas, j'insiste beaucoup auprès de mes enfants, parce que c'est envers eux que j'ai un devoir de transmission. Mais c'est vrai que je le glisse dès que je peux aussi. Je pense des phrases un peu chiantes, un peu dures, comme il faut que tu lâches prise. mais ta gueule, tu crois pas que c'est ce que j'essaie de faire? Il faut que tu passes à autre chose. Je trouve ces phrases vraiment incriminantes dans la responsabilité que tu as de ton malheur. Tu choisis pas d'être malheureux, tu choisis pas de t'embourber, tu vois. Non, bien sûr. Lâche prise, mais lâche prise de quoi? Enfin, donne-moi 100 000 balles, hein, je lâcherai prise beaucoup plus vite. Hein. Des fois, t'es embourbé pour plein de raisons différentes. Et on vient te culpabiliser en disant c'est encore plus de ta faute de lâcher prise. Alors que si on disait, est-ce que dans 6 mois, quelqu'un se souviendra que t'avais pas fait tel truc Juste créer un peu de doute sur les certitudes de peur que tu peux avoir. J'y arriverai jamais. C'est vrai, est-ce que t'es vraiment sûr que tu y arriveras jamais Juste insuffler ce petit doute. Si t'es vraiment sûr que tu y arriveras jamais, moi, par exemple, je suis sûre que j'arriverai jamais à piloter un avion. Ça sert à rien que j'essaye. Je vais pas mettre mon énergie là-dedans. J'en ai pas envie. J'en ai pas envie. J'en ai pas le désir. J'ai plus les bons yeux. Je suis vieille. Enfin, j'ai pas envie de, voilà. Un parapente, je dis pas. Tu vois Donc, donc je vais pas m'épuiser dans des trucs, mais j'aurais eu besoin que quelqu'un me dise, si besoin, on peut essayer ensemble. Ou, tiens, je connais quelqu'un qui a essayé. Est-ce que tu veux lui parler? Mais me mettre la responsabilité. Il faut que tu lâches prise. Ça c'est même s'il y a beaucoup de bienveillance là derrière, hein, j'entends, mais il y a des phrases clés bien sûr, mais il y a des phrases clés à apprendre en plus de ça, quoi, de dire mais non, c'est pas ta faute si t'es down, c'est un c'est sûr, c'est parfois un carrefour d'éléments de vie qui font que, mais peut-être que on pourrait essayer autre chose. Si t'as besoin, je suis là. Si pas, je connais quelqu'un.
mais est-ce que c'est vraiment important? T'as besoin d'être encore un peu là-dedans? Ok. Mais quand la curiosité viendra te piquer, je serai là. Et la bienveillance, quoi. Bordel. Et la bienveillance, bordel. Franchement, la bienveillance, bordel, c'est vraiment ça. T'aimes pas ce que je fais, mais soit tu m'aides à faire mieux, soit tu t'en vas, dégages, quoi. Tu dégages. Je me dirais ça. C'est vaut mieux que tu fasses de la merde plutôt que tu n'essayes rien. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis toujours, parce que ça, je pense que c'est intéressant aussi de le rajouter, des risques maîtrisés. Ouais, des risques mesurés. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de tes actualités? Là, on a eu de la chance de travailler 4 jours d'affilée avec Soul. On a un EP de 5 titres qui a été du coup enregistré, qui va être produit, mixé, masterisé par Soul. Donc, qui a une chance inouïe. Ce mec est d'une bienveillance à toute épreuve, à tel point que je me dis, mais vraiment, est-ce que tu as des défauts? Alors, j'ai la liste de ses défauts, mais je garderai bien pour moi. D'accord. Et donc ça va sortir quand? Ok. Voilà, selon lui, dans 15 jours, il est masterisé. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait un clip? Est-ce qu'on le met sur les plateformes? On ne s'est pas encore posé la question. D'accord. Voilà, D'accord. on verra. Mais donc voilà, il faudra... Il n'y a pas de projet... Faudra te suivre pour savoir ce qu'il en advient, quoi. Ouais, sur la page Facebook d'Imaginary Suitcase. Est-ce qu'il y a d'autres projets musicaux? Peut-être, on verra. Là, pour le moment... Pour l'instant, c'est ça. Pour le moment, c'est ça, Okay. et c'est déjà pas mal. Moi, je mettrai donc... Ouais. C'est drôle de dire... Je mettrai les liens dans la description, comme tout pour les podcasters, comme ça, tu vois. Donc, voilà, je vous mettrai les liens de Hockey Lion, de Imaginary Suitcase. Et puis, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir parlé de toi, de tes projets, de tes réussites, de tes doutes, enfin, tout ce par quoi tu es passé. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Salut. Yes. Et donc, je suis sortie de ma zone de confort. Ah bah ouais, à fond.